Épisode des agents libres. David, comment ça? Ça va très bien, merci. Toi, Jean-François? Ça va très bien. Tu t'es repris un drink, David? Ouais, ben écoute, ça porte à boire parler avec toi. On n'a pas le goût de rester à jeun, ça vient long sinon. Ouais, Ça c'est fait ça. que je me suis fait un petit gin tonic là, avec du Angava, tonic, tout ce qu'il y a plus standard, mais j'ai fait un trip là, pour être sûr de tomber chaud rapidement. Pas trop porter attention à ce que tu as à me dire là, sur celui-là. D'accord. Continue Vois-tu dans quelque ton chose, toi? arrogance, là. Ben, tu sais, on change pas une formule gagnante. Moi, j'y vais avec une bière de Montréal, la Slow-Mo, un peu comme moi. Une session IPA de ma brasserie. Donc, La bière qui te décrit le mieux. jeté à l'œil. Ouh, je vais me tenir les fesses serrées. Tu fais bien, je te check. Donc, David, on est rendu dans un ouais. bout quand même, le bout le plus intéressant, je trouve. Oui, je suis d'accord. À part le pic du Canadien, je te dirais que c'est le bout le plus intéressant. Ouais, top 5, draft 2020 NHL. Le vif Toujours du sujet. rappeler que c'est selon la loterie qu'on a fait dans l'émission numéro 1. Oui. Ça n'a rien à voir avec la réalité, en fait. Pas du tout. En fait, on a été sur Tankathon pour le rappeler. Simulation de loterie, on peut en faire à l'infini. On en a fait une là, dans le premier podcast pour être sûr de choisir les joueurs en fonction peut-être des besoins de l'équipe ou comment la sélection est sortie. C'est quand même intéressant là, comment ça sorti. C'est une des possibilités. Ça fait que nous, on vous parle de nos choix par rapport à ça. Exactement. On est rendu avec le 5e choix total, qui est les sénateurs d'Ottawa. Oui, puis comme dans les choix 15, 11 et 10 à 6, je veux te laisser commencer, Jean-François. J'ai goût d'entendre là, ton 5e pick pour les sénateurs là, qui ont glissé. Écoute, David, moi, j'ai pris beaucoup en considération le fait qu'Ottawa avait le 1 et le 5. Je pense qu'avec leur premier choix qu'on va dévoiler tantôt, qui, en fait, on ne cache pas à personne, ça va être Lafrenière. Oui. Moi, je pense qu'avec un joueur comme Lafrenière, rendu 5e, je pense que s'il est encore disponible, le sénateur n'a pas le choix d'aller avec Jimmy Drysdale. Ça ferait juste compléter la défensive avec une attaque. Drysdale à Lafrenière, ça peut arriver souvent, mettons. Oui, puis... donc, c'est ça. Drysdale, moi, la comparaison que j'ai, c'est Pietrangelo. Moins offensif, plus défensif un peu que Pietrangelo, mais c'est la comparaison que j'avais. Super bon patineur, excellent 1 contre 1, excellent IQ, bon lancer. Sans être excellent comme lancer, mais overall, Jimmy Drysdale, c'est un must pour sénateur s'il est encore disponible. Oui, en fait, j'ai le même choix, donc on ne s'estimera pas sur celui-là. J'ai la même comparaison que toi avec Pietrangelo. Je suis plus optimiste. Je me dis, j'ai vu le développement du joueur depuis ses années juniors. Peut-être un John Carlson à son meilleur. Il faut se souvenir que John Carlson n'a pas toujours fait des saisons comme celle qu'il a fait cette année. Là. Un défenseur qui est corps arrière sur un avantage numérique, bon lancer de la droite, bonne tête de hockey. Drysdale est un des rares défenseurs à avoir fait Team Canada à son année de repêchage. Jay Bouwmeester l'a fait. Il y en a certains autres qui l'ont fait, mais à la défensive, ça arrive vraiment pas souvent. Donc, un talent assez unanime là, de son côté. La raison pourquoi il glisse, là, c'est parce qu'il y a des joueurs assez exceptionnels offensivement devant lui. Exact. Puis dans le junior, il était à 1 point par match pour un défenseur. Puis ce qu'il disait aussi, c'est que son équipe ne sont pas excellents. C'est pas une excellente équipe. Puis le power play est bien ordinaire. Fait que normalement, avec une bonne équipe, Drysdale, il y a beaucoup de passes ou de buts qu'il aurait ajouté à sa fiche. Fait que non, à 1 point par match. Je dégustais ma gorgée, fait que j'ai vraiment pas écouté ce que tu as dit, mais ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'on passe au choix numéro 4 pour les Red Wings? 4. Quand il y a consensus, c'est j'aime ça, moi, m'obstiner avec toi, Jean-François. Juste jaser pour jaser, j'aime pas vraiment ça. Ça fait qu'on va passer au pick numéro 4. C'est correct, mais c'est ça. On parlera de baseball si on veut s'obstiner un peu. Ouais, effectivement. T'aimes ça t'obstiner dans un domaine que tu connais plus, hein? Exact. Okay. Je te laisse aller avec le choix de 4e overall des Red Wings de Détroit. C'est un peu le sleeper, celui qui a avancé dans toutes les listes de tout le monde au courant de l'année. Il n'y a aucun commentaire négatif fait sur ce joueur-là. Il n'y a personne qui n'a rien à dire contre lui.
sauf moi là, qui va avoir un petit commentaire. Puis c'est mon ami Jocelyn Richer là, qui n'a pas joué d'accord, c'est un Autrichien. Je ne sais pas si c'est un défaut d'être Autrichien dans la vie, mais au hockey, on dirait que ça fait toujours peur. Ça me fait penser à un Suisse ou un joueur là, qui vient d'un pays méconnu, mais Marco Rossi. Centre, là, playmaker, 200 pieds, 85 pieds. Il est toujours partout sur la glace, prend tout le temps la bonne décision, bon lancer, bonne main, bonne vision. Quatrième rang, là, c'est parce qu'il y a des joueurs vraiment exceptionnels dans ce repêchage-là, parce qu'on ne voit pas souvent la production, là, plus que 2 points par match dans la Ligue de l'Ontario cette année. Un petit joueur, mais la mode est aux petits joueurs. Là, on s'entend, le Jackie vous a sorti premier l'an passé, donc il n'y a plus personne qui est gêné de choisir un petit joueur. Donc, je vois Marco Rossi. Continuer dans les comparatifs, je vois Sébastien Aho. C'est un calque, là, sensiblement pour moi. Fait que je vois un gars qui va y aller d'1 point par match, là, un 80-90 points par année à son pic. Pas à son année recrue, on s'entend surtout pas avec les Red Wings. Mais je vois Rossi là, jouer avec Manta assez rapidement et un duo dynamique, là, comme j'aime bien les appeler. Tout à fait. Puis le côté de l'Autriche, je me dis, c'est pas chaque année que top 10, il y a des pays moins traditionnels. Mais c'est d'ailleurs probablement pour ça que les Kings, à l'époque, en 2005, en fait, ont pris Kopitar, je ne sais plus à quel rang, là, tu vas me le dire, 12e, je pense, 11e, 12e. Ouais. Sinon, ça aurait été un top 5 facile. Là. Mais ouais. un laiton, top 5, ça ne tente pas nécessairement. Là. C'est sûr que des choix comme Leon Draisaitl dans les dernières années, le 3e overall de l'Allemagne, malgré qu'il y avait eu quelques Allemands avant, font grimper la cote de popularité. Il y a un Nino Niederreiter là, qui avait sorti, je ne me trompe pas, c'est 5e aussi, de la Suisse. Les pays d'un peu partout là, envoient de plus en plus de joueurs élites là, en Amérique du Nord. La bonne nouvelle avec Rossi, c'est qu'il a fait ces points-là dans la Ligue de l'Ontario, là, que tout le monde la connaît. 56 matchs, 120 points. C'est quand même une production assez phénoménale à son année de 17 ans, son année de repêchage. Là, c'est quelque chose qui est assez remarquable. Oui, ça a l'air qu'il est déjà excellent. Je pense que c'est le meilleur de la Ligue sur les mises au jeu. Fait que dans la comparaison, il était comme à 55 de mise en jeu. Ça pousse encore plus là, les comparaisons avec Sébastien Aho. Tout à fait. Moi, la comparaison, je te l'ai dit tantôt, mais la comparaison qu'il y avait, c'était Brad Marchand, mais sans le chi de Brad Marchand. Vraiment, sa compréhension du jeu, son two-way, un peu comme tu expliqué tantôt. Ouais, c'est ça. Puis, 2 excellents joueurs complets. Là, on ne débattra pas trop là-dessus parce que le top 3 est assez établi. Là. Mais Marco Rossi a dépassé les Lucas Raymond, Jimmy Drysdale de ce monde, même Cole Perfetti, avec la saison qu'il a connue cette année. Oui, parce que il n'y a pas si longtemps, on le mettait dans les alentours du 8e, 9e rang, que le Canadien avait une chance, mais là, je pense qu'il ne se rendra pas au Canadien. Certains mock drafts le classent même 3e. J'en ai regardé plusieurs. Il y en a qui le font glisser jusqu'au 8e rang, ce que je ne vois pas du tout arriver là, en date d'aujourd'hui. Puis là, non, je pense pas. Non. Sa réputation est faite, puis ses entraîneurs parlent de lui là, comme un joueur exemplaire. Donc, je ne le vois pas glisser et je ne le vois pas retourner dans la Ligue de l'Ontario non plus. Je pense que c'est un NHL ready malgré sa stature. Il va aller aider les Red Wings. C'est un des plus vieux du draft, si ce n'est pas le plus vieux du repêchage. Comme tu dis, l'année prochaine, il est à Détroit. Mais malgré que Détroit peuvent bien l'envoyer dans la Ligue américaine, là, si c'est possible. Là, mais bref, il est beaucoup plus NHL ready que certains autres joueurs. D'accord. Je te laisse aller sur le 3. Là, ça tombe intéressant. Là, ça m'excite. Le top 3 m'excite beaucoup. Ouais, ce choix-là va faire en sorte qu'on va déjà savoir c'est quoi les autres choix. Oui, mais les Blackhawks qui ont monté là, de plusieurs rangs se ramassent avec un 3e choix overall. L'an passé, ils ont ramassé Kirby Dack à ce rang-là, malgré une saison de misère. Je te laisse aller, JF. Là, je veux t'entendre sur Chicago. Ouais, qui s'en va rejoindre Kane, Taves et compagnie? Pour moi, j'ai hésité un peu parce qu'Anaheim, ça a toujours été une équipe de gros bonhommes. Mais je pense qu'il va glisser jusqu'à Chicago. Mais je pense que Quinton Byfield va glisser là. J'ai trop vu de bonnes choses sur Studio, pour vrai. Là. Moi, il m'impressionne vraiment. C'est le seul que dans presque toutes les catégories, tu peux mettre le mot élite à côté. Autant dans son caractère, compétiteur travaillant, toute la kit, là, tout ce qui est leadership, là, c'est une machine.
Fait que pour moi, Byfield glisse là, puis Chicago, je veux dire, avec les vétérans qu'ils ont, si ce gars-là a moindrement un problème d'attitude ou de comportement ou de laisser aller, il est à meilleure place. Puis attention, là, c'est le genre de gars qui aurait pêché troisième peut faire regretter 1 et 2 de ne pas l'avoir pris. Oui, effectivement. Puis j'inclus Lafrenière là-dedans. Je vois, oui, puis je suis d'accord. Ce que je vois, moi, de Byfield, j'ai eu je te dirais, des divergences d'opinion envers moi-même sur Byfield. J'ai approfondi mes recherches, puis c'est exactement mon type de joueur. Moi, c'est pour ça que je vais avec Tim Stultz à Chicago. Je pense que Byfield va être parti là. Mais pour ce qui est de Stultz, je n'ai que des bons commentaires aussi. C'est un joueur que toutes les équipes là, voudraient avoir. C'est un Austin Matthews moins marqueur. Pour moi, Patrick Kane, moins de main. J'ai vraiment de la misère à mettre un joueur précis dessus. Je pense que c'est un bon hybride entre ces deux joueurs-là. Je pense que c'est un gars qui va compter facilement 40 buts dans la Ligue nationale. Un gars qui va rouler entre les 80 et 100 points là, à 22-23 ans, là, dans pas très, très longtemps. Mais je l'ai fait glisser, là, vu qu'Anaheim est tombé deuxième, puis vu Byfield, ce que je vois de lui. Moi, je me fie strictement à ce que je vois sur la patinoire. J'essaie de laisser le hors-glace en dehors de ça. Tim Stultz aurait glissé. C'est un choix par défaut, mais très apprécié là, par les Blackhawks. Tout à fait. Mais on s'entend que les 3 premiers, peut-être Rossi là-dedans, mais c'est des gars de probablement 90 points et plus. Oui, c'est les 3, je les vois avec un potentiel si haut. Puis, à part blessure, je ne vois pas un de ces 3 gars-là, là, pas, je sais pas comment, reach out pour le potentiel qu'ils ont. Là, ils vont aller là, sont faits, sont bâtis pour la Ligue nationale. Bon coup de patin, le stick handling, tout ce qu'ils ont besoin, ils l'ont. Ça fait que moi, c'est Tim Stultz qui glisse ça, mais c'est vraiment par défaut. Oui, ça. Puis moi, j'avais, tout avait Stultz. On a le contrat, j'imagine. Là, déjà, ouais, moi, j'ai Byfield deuxième à Anaheim. La raison pourquoi j'ai Byfield deuxième à Anaheim est très, très simple. Anaheim va perdre Ryan Getzlaf dans les 3-4 prochaines années. Sa production a déjà baissé beaucoup. Ils n'ont pas, à part Trevor Zegras qu'ils ont repêché l'an passé, ils n'ont pas de prospect pour être sans numéro 1. Zegras reste un projet, un très beau projet, sans dénigrer Zegras, mais Byfield tombe à son choix le deuxième, premier dans le depth chart là, des prospects. Il tombe deuxième centre l'année prochaine à Anaheim. Gros bonhomme, prêt pour la Ligue nationale. Il patine. Le joueur, puis je le vois, là, c'est pas... moi, je vois Evgeny Malkin. Oui, ben c'est le comparatif qui est fait partout. Ah, mais regarde-le patiner, décocher. Il cherche moins la passe qu'un gars comme Malkin. Il a un excellent lancer. C'est dominant, c'est gros. À part Team Canada, là, parce que j'ai vu aussi là, le World Juniors qui a fait baisser Byfield dans mon estime, mais j'essaie de ne pas me fier à ça. Byfield va être dominant dans un centre de premier trio facile qui va distribuer la rondelle, qui va compter des gros buts. Là. C'est ce que je vois pour lui. Oui, tout à fait. Moi, je te dirais que j'ai pensé aussi à la même chose, Getzlaf à Anaheim. Mais je peux dire, il est à l'aile et au centre. Il est gauche au centre de ce que j'ai vu. Donc, pourrait très bien jouer au centre à Anaheim. C'est ça qui m'a fait changer. Ça avait été juste un ailier, probablement que j'aurais mis Byfield à Anaheim. Ouais. Moi, c'est parce que je le vois à l'aile aussi, le Stultz. Pour moi, il y a le profil d'un ailier. C'est possible qu'il joue au centre. Mais Byfield, pour moi, est un joueur de centre. C'est pour ça que je l'ai fait sortir deuxième aussi. Puis à Anaheim, on s'entend, on a des trous un peu partout là, à combler. Tout à fait. C'est parfait là, pour eux de repêcher Byfield. Ça fait monter leur banque d'espoir en vitesse grand V. Oui. Fait que il y a moins de tambours et trompettes pour 3-2-1. Est-ce qu'il y en avait? Oui, mais tu sais, la différence entre 2 et 3, c'était pas mal la chose. On s'entend qu'on n'est pas dans le secret des dieux. Là. On s'entend qu'on n'est pas dans les discussions que les équipes se font. Peut-être qu'Anaheim, eux yeux fermés, on se tourne dans la tête qu'ils ont Byfield. On ne le sait pas. C'est vraiment notre opinion personnelle sur ce qu'on a vu. Mais pour le premier choix, là, je pense que c'est unanime à travers la planète hockey. Vas-y, Jeff. Je te laisse aller. Écoute, j'ai hésité.
Mais voilà, c'est Alexis Lafrenière. Je pense que ça fait 3 ans même qu'on en parle. Je pense qu'il était déjà 3 puis on se disait que c'était le futur choix de première ronde. Ouais, c'était dernière année, mais on savait qu'en 2020, Lafrenière sortait premier de la Ligue nationale. Par exemple, des fois, ce qu'il faut savoir, c'est que le hype qu'il y a sur ces joueurs-là descend, tandis que Lafrenière, il a juste continué de monter. Il y a eu des discussions, je me souviens, au championnat du monde junior, là, comme quoi il n'était pas consensus numéro 1. On dirait qu'ils essayent de faire ça, là, les centrales de recrutement, chaque année, créer un petit débat. Il n'y en a pas cette année. C'est Alexis Lafrenière. Il a joué 2 matchs de moins que tout le monde au championnat junior. Il a quand même ramassé le MVP. C'est un joueur exceptionnel. C'est un leader. C'est le joueur le plus complet. Il peut jouer au centre, peut jouer à l'aile, peut compter des buts. Ottawa va être plus qu'heureux là, de l'accueillir à bras ouverts. Il va tomber leur meilleur joueur à sa première année. Je le vois avec Brady Tkachuk qui va être protégé. Il n'y a rien d'autre à dire. Je pense qu'avec Lafrenière, puis comme on disait tantôt tous les deux, le Drysdale, Ottawa vient de faire un pas de géant là, dans la bonne direction là, pour les les années à venir. Oui, il va juste leur manquer un gardien. Je sais qu'ils ont quelques prospects, mais s'ils finissent par devenir étonnamment, ils peuvent surprendre, on ne sait jamais. Là, tu rajoutes ces 2 bonhommes-là, quand ça recommence, tu peux surprendre. Là, ça va être de regarder, voir où est-ce qu'ils peuvent dénicher un gardien en attendant leur jeune. La façon que je vois ça, moi, c'est qu'Ottawa va continuer à finir hors des séries pour au moins 2-3 ans, malgré ces ajouts-là. Ça constitue des choix top 15 encore. Donc, ils vont continuer à regarder la banque d'espoir. Il y a plusieurs joueurs, des Drake Batterson de ce monde, des Josh Norris qui vont très, très bien dans la Ligue américaine. À gauche, à la défensive, tu as Thomas Chabot, Eric Brandstrom qui ont acquis dans l'échange de Mark Stone, qui sont 2. Chabot est déjà très établi. Va être un candidat au Norris dans les années à venir. On s'entend tous pour dire ça. Eric Brandstrom est probablement un des défenseurs qui m'a fait le plus rêver depuis son année de repêchage avec la Suède. Un défenseur, un corps arrière là, sur l'avantage numérique. Je vois Drysdale s'ajouter à ça. Mais Lafrenière va être carrément le leader de cette équipe. Prévoyez le C sur son chandail assez rapidement. Puis moi, ma comparaison pour Lafrenière, c'est vraiment sur ce qu'il apporte sur la glace, pas nécessairement son style. Son style, je le vois, je l'ai vu ailleurs. Jonathan Huberdeau, ça ressemble beaucoup, mais je pense qu'il y a plus que ça dans Lafrenière, malgré que j'ai un grand respect pour Jonathan Huberdeau. Mais je vois John Tavares, en fait, de leadership, de joueur complet, de marquer des buts autant que de faire des passes. C'est ce que je vois pour Alexis. OK. Moi, j'ai une question pour toi, étant donné que c'est pas mal unanime nos choix en haut. Mm-hmm. Ottawa tombe avec le 1er et le 3e choix total dans la loterie. Oui. On jase. Tu gardes Lafrenière. Tu le trades pas pour le 2e choix. Exemple, je te trade le choix de première ronde contre le 2e choix et un prospect ou un joueur ou un autre choix au repêchage. Écoute, ça, on garde ça dans l'ordre. Byfield, plus un autre prospect, mettons. Non? Écoute, non. Je pense que Lafrenière est un short shot. Je te dis pas que Byfield ou Stools ne le sont pas. Je pense que Lafrenière est face of the franchise. Visage de la franchise. C'est le joueur manquant. C'est un Québécois qui va parler autant en français en anglais à Ottawa. Je pense que c'est le match parfait là, pour moi. Ouais. Si tu me dis qu'Ottawa, leur 5e choix descend 3e, je prends celui qui n'est pas pris entre Byfield et Stools. Ça, c'est différent, mais je fais pas de trade down si je peux m'assurer d'avoir Alexis Lafrenière, là, à moins que de très, très, très gros noms soient inclus là-dedans. Puis en fait, gros noms, il n'y en a pas beaucoup là, pour lesquels je considérerais l'option d'échanger mon choix numéro 1 cette année. Oui, la raison pourquoi je te pose la question, c'est que comme toi, je pense que Lafrenière, justement, québécois, pas franco-ontarien, mais anglais, français, il n'y aura pas de trouble, ça va donner l'image de la franchise. Contrairement à Stützle ou Byfield, qui est moins sexy là, en termes de promotion. Ouais. Sauf qu'en termes de production sur une longue carrière, je pense que c'est 3 gars qui vont se ressembler en termes de production de points. Ouais. Fait que de te ramasser Stützle, Byfield, 2 et 3, puis d'avoir... On peut en parler longtemps. Est-ce que Jonathan Huberdeau fait plus de points que John Tavares? Je suis pas mal sûr que si on fait un tour de la ligne. Artemi Panarin fait plus de points qu'Evgeny Malkin.
est-ce que c'est la production, c'est seulement en points, en statistiques, ou c'est ce qu'on apporte à une équipe? Là? Moi, longtemps, Jonathan Toews a été considéré comme le meilleur joueur des Blackhawks, qui est aberrant pour moi. Oui, c'est un leader, bravo, t'es capitaine Canada, ou appelez-le comme vous voulez, mais c'est Patrick King qui a transporté cette équipe-là. Je pense que Lafrenière peut transporter une équipe. Mais non, va transporter une équipe, tandis que Stoltz et Byfield vont être dominants. Je ne sais pas à quel point là, ils ont le caractère. On a vu Lafrenière au championnat junior transporter son équipe littéralement. Les matchs qu'il a manqués, heureusement, ce n'était pas contre des puissances. Mais quand il est revenu, il transporte l'équipe. Tout le monde embarque dans le train. Il sait comment l'aider. Moi, je le vois comme un exceptionnel. Je ne serais pas surpris là, qu'à long terme, là, il soit considéré parmi les grands du hockey. Là, c'est un gars qui va jouer, si tout va bien, au-dessus de 1000 matchs. Il va faire... La production à Crosby est à considérer là, dans le cas de Lafrenière. C'est mieux que Jack Hughes. C'est mieux que Nico Hischier. C'est un gros premier choix cette année. On s'entend que dans d'autres repêchages, des gars comme Byfield auraient sorti premier si on parle d'un repêchage comme celui de l'année passée, ou on parle d'un repêchage où Nico Hischier sort premier, Nolan Patrick deuxième. Lafrenière est beaucoup plus dominant que ces joueurs-là. C'est un autre niveau. C'est quand même triste là, quand tu y penses, là, l'équipe qui a eu Hischier ou Patrick, tout ça, cette année-là. Cette année, mettons, prends ces deux joueurs-là, Hischier, Nolan Patrick, pour moi, il n'est même pas top 10 cette année. Mais veux-tu... Hischier, il est 5 à 10. Je vais te dire ce qui est le plus triste là-dedans, puis les erreurs de recrutement, il y en a chaque année, là, mais le plus triste dans l'année, Hischier et Patrick, c'est que les choix 3-4 sont Miro, Eskainen et Cal McCarr. Donc, je mangerais plus mes doigts là, à ne pas avoir repêché McCarr et Eskainen que de me fier à cette année parce que c'était la même année. Mais Cal McCarr, il y a plusieurs recruteurs qui le voyaient comme le meilleur joueur de ce repêchage-là. Il est en train de le devenir. Drysdale, qu'on avait au 5e rang, et parfois comparé à McCarr, pour moi, il y a juste un Cal McCarr. Je n'ai pas trouvé le joueur là, que je peux comparer à lui. Oui, et comme tu as dit plus tôt, il y a souvent des hypes sur des joueurs, puis il y en avait tout un sur Nolan Patrick. Moi, personnellement, il y a des skills, là, mais il y a tout le temps un peu comme les blessures, là, un peu comme Hendrix Lapierre, là, même si ce n'est pas le même genre de joueur, mais les blessures l'ont suivi, puis ça a juste continué avec Philadelphie. Mais pour moi, Hischier et Patrick restent des meilleurs picks qu'un Ilya Yakupov, Ryan Murray. Je veux dire, il y a des drafts. Les pauvres Oilers, malgré tout le monde dit, ont repêché 3 années, je pense, de suite premier. Ces 3 années-là sont avérées être Taylor Hall, Ryan Nugent-Hopkins et Neil Yakupov, ce qui est très, très faible là, pour 3 premiers choix overall. Neil Yakupov n'a pas été suivi de grand-chose non plus. Il aurait pu avoir Morgan Riley là, au 5e rang, c'est facile à dire, plusieurs années plus tard, mais le top 3 de cette année-là puis le top 3 de l'année de Ryan Nugent-Hopkins est beaucoup mieux, mais repêcher avec des consensus quand c'est Hall, Hischier, Nugent-Hopkins, c'est pas des bonnes années pour le repêchage. Il y a d'autres années où tu as McDavid, Eichel, 1 et 2, tu as Ovechkin, Malkin, on peut en nommer là, des top 3 qui feraient beaucoup plus de sens dans une autre année, être numéro 1, mais ça, c'est pas ton année, c'est pas ton année. Les pauvres Devils sont arrivés avec Hischier et Hughes. Je crois en Jack Hughes. J'adore Jack Hughes, mais je ne le vois pas devenir là, un Austin Matthews de ce monde ou Sidney Crosby là, dans un avenir. Oui, pour celle-là, je suis d'accord avec toi. Encore une fois. David, c'est ce qui complète notre top 15 simulation Draft NHL 2020. Oui, bien sûr. Nos 4 premiers podcasts sont faits. Mm-hmm. On espère que les chummies vont aimer ça. On voulait lancer l'invitation aux boys de nous écrire sur Facebook. Si vous écoutez ça et vous avez des idées de ce que vous aimeriez entendre, gênez-vous pas. Ce qui est hockey, on peut parler baseball, on peut parler football, mais on veut focusser sur le hockey là, pour le moment, surtout pour ma part à moi. Gênez-vous pas, écrivez-nous. Puis je sais que Jean-François, tu confirmeras ça, mais tu m'avais parlé de mettre ça probablement sur des podcasts écoutables là, avec audio. Le téléphone, audio exactement. Oui. Mais en fait, c'est la prochaine étape, ça va être de mettre ça sur Spotify, entre autres. Fait que les gars qui vont vouloir juste nous écouter sans nous voir vont pouvoir le faire. Oui, on paraît mieux, pas de caméra. Exact. Mais pas juste ça non plus, c'est que des fois, on n'a pas toujours 20 minutes à la maison pour écouter ça.
Mais dans l'auto, au lieu d'écouter Patrice Bélanger nous faire des jokes le matin, ça peut être intéressant. Oui, puis même pour ajouter à ça, des sujets, c'est cool, mais nous autres, on fait des 15-20 minutes à peu près parce que, en fait, on est plus à 20-25 parce qu'on juge que c'est ce que les gens vont aimer plus. Là. Mais si vous voulez des affaires plus longues aussi, de temps en temps, on peut faire des émissions là, d'une demi-heure ou peu importe. Peut-être un spécial golf, un spécial qui va durer un peu plus longtemps. Fait que, non, suggérez-nous des affaires puis on va vous écouter. J'aimerais juste ça, là, JF, que tu continues dans la voie où on s'en va pour le prochain podcast. Oui, tout à fait. En fait, l'idée qu'on va avoir pour le prochain, avant d'écouter vos idées, en fait, on va juste parler du CH. Où est-ce qu'ils en sont, combien ils ont de choix, qu'est-ce qu'on pense qu'ils vont faire. Le repêchage 2020 là, du CH, on veut focuser là-dessus. Quel choix qui pourrait être intéressant en fin de première ronde s'ils décident de faire des échanges là, pour se monter au repêchage ou avec les choix qu'ils ont présentement en deuxième ronde, quel joueur pourrait glisser peut-être et être intéressant pour eux. 14 choix en 2020, là, je pense qu'ils ne repêcheront pas 14 fois, là, mon humble opinion. Là, parce surtout qu'ils en ont plus que 10, je pense, l'année prochaine déjà. Oui, c'est assez énorme. C'est beau faire une banque de choix, mais on parlera de tout ça là, dans le prochain podcast. Oui, exact. Fait qu'on ne sait pas quand ça va sortir, mais on va faire ça prochainement. Merci, JF. Merci à toi. Salut. Salut, madame.